La médecin légiste commence l'autopsie d'un petit enfant, mais ce qu'elle voit quand elle fait la première incision la fait hurler et appeler la police. C'était un matin comme tant d'autres à la morgue de San Pedro del Valle. L'odeur du café réchauffé, mélangée à celle des produits chimiques, faisait déjà partie de la routine du docteur Thalia de la Vega. Les blouses suspendues derrière la porte, les lumières froides, le bruit des pas résonnant dans les couloirs vides. Tout était comme d'habitude jusqu'à ce qu'un assistant entre sans dire un mot, poussant un brancard recouvert d'un drap blanc déjà taché de saleté jaune et de sang séché. Thalia signa le formulaire sans lever les yeux. Ce n'est qu'après avoir entendu la porte se refermer derrière l'assistant qu'elle tira délicatement le drap, comme elle le faisait toujours, et s'arrêta. Allongé là, immobile, se trouvait le corps d'un homme à la peau claire, couvert de boue, aux longs cils et aux cheveux foncés et ébouriffés. Il semblait endormi, mais il ne respirait pas. Elle le fixa quelques secondes de plus que d'habitude. Le silence dans la pièce devint plus pesant. Elle déglutit, prit les papiers dans l'enveloppe attachée à la civière. Aucune pièce d'identité, juste un formulaire générique rempli par la police. Mineur, de sexe masculin, retrouvé mort sur le bord de la route rurale 18B, aucun signe apparent de violence, cas possible d'abandon. Elle ferma les yeux un instant. « Personne ne le regrette », murmura-t-elle doucement, comme si elle se posait la question. Elle nota rapidement la date, l'heure d'admission et le nom qui lui donnait toujours des frissons, inconnus. Elle enfila lentement ses gants. Le bruit du latex qui s'étirait semblait trop fort dans cette pièce froide. Elle se dirigea vers l'évier, se lava les mains, même si elle portait déjà des gants, et se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient fatigués. Elle avait encore peu dormi, mais ce qui lui faisait vraiment mal, c'était autre chose. Un poids sur sa poitrine qu'elle connaissait déjà. Chaque corps avait une histoire, mais celle de cet enfant était différente. Il y avait là quelque chose qu'elle ne pouvait toujours pas expliquer. Elle retourna vers la civière et retira complètement le drap. Le corps portait des traces de saleté, des feuilles sèches collées à ses vêtements, un t-shirt déchiré, un short trop grand pour lui et qui tombait presque, des pieds nus, des ongles sales et une légère égratignure au genou. Elle toucha doucement le bras de l'enfant. La peau aurait dû être froide, mais elle était chaude. Peut-être l'ont-ils mal transporté, pensa-t-elle, essayant de se convaincre. Elle prit le thermomètre et constata une température plus élevée que prévu. Rien n'avait de sens, mais elle continua. Elle enregistra les données initiales. Taille, poids, état extérieur, tout méthodiquement, comme elle le faisait depuis plus de 20 ans. Mais ses doigts tremblaient un peu. Thalia prit une profonde inspiration. Elle regarda à nouveau le visage de l'enfant, si calme et si seul. « Qui es-tu, mon ange ?» demanda-t-elle doucement. Puis elle commença à préparer la pièce. Elle alluma le magnétophone, régla les lumières et murmura les prières silencieuses qu'elle murmurait toujours avant chaque procédure. Thalia ajusta son tablier, attacha ses cheveux en un chignon bas et mit son masque. Elle fit tout avec le même rythme calme que d'habitude. C'était presque automatique. Ses mains savaient déjà quoi faire avant même qu'elle n'y pense. Elle prit le magnétophone et sa voix sortit ferme, comme l'exigeait le protocole. Début de la procédure. Patient de sexe masculin, âgé d'environ 6 ans, admis à 7h24, cause du décès indéterminée. Mais avant de pratiquer la moindre incision, elle fit ce qu'elle faisait toujours, un examen visuel complet. Elle tourna le corps sur le côté et observa la colonne vertébrale, le cou, les bras minces, les jambes, les côtes visibles sous la peau pâle. Aucune blessure visible pouvant expliquer le décès. D'une main douce, elle appuya sur le ventre de l'enfant. Elle parlait, peut-être trop. Elle prit le stéthoscope, une habitude que beaucoup considéraient comme inutile, mais qu'elle n'avait jamais abandonnée, et le posa sur la poitrine de l'enfant, même si elle savait qu'elle n'entendrait rien, et elle n'entendit rien, mais elle sentit une étrange chaleur. Elle a enlevé ses gants, a froncé les sourcils et a posé sa paume directement sur la poitrine de l'enfant. Le métal froid de la pièce contrastait avec sa peau. Elle s'est arrêtée et a posé son autre main sur son propre visage. Il était froid, comme il se doit, mais le corps était chaud. Ça n'allait pas. Elle s'est dirigée vers la table d'appoint, a pris le thermomètre clinique et l'a placé sous le bras de l'enfant. Elle a attendu. L'écran clignota. « Ce doit être un dysfonctionnement », dit-elle doucement. L'écran s'arrêta à 33-37 degrés. C'était bas pour un être humain vivant, mais trop élevé pour quelqu'un qui était mort depuis tant d'heures. Thalia resta immobile, sentant un malaise grandissant dans sa poitrine, une agitation silencieuse qu'elle essayait de contrôler. Elle nota le chiffre, prit un autre thermomètre numérique plus moderne et répéta le processus. L'écran s'alluma. 34h1 degrés.
Elle s'éloigna de la civière et regarda le corps. Le visage de l'enfant était toujours serein, avec ses longs cils et ses lèvres entr'ouvertes, mais quelque chose en elle, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la science ou la médecine, se mit à crier. Elle prit une profonde inspiration et regarda calmement autour d'elle. Talia, ça aurait pu être le transport. Peut-être que le corps avait été exposé au soleil, mais la route de campagne où ils avaient trouvé l'enfant n'était pas assez ensoleillée à cette heure de la journée, et elle le savait. Elle s'assit sur la chaise pivotante à côté de la table, retira ses lunettes, se frotta les yeux et resta assise en silence, essayant de trouver une logique, mais elle n'en trouva pas, parce qu'il n'y en avait pas. Elle se leva à nouveau et passa lentement sa main sur le bras encore chaud du garçon. Son cœur battait plus vite, le scalpel tremblait dans sa main. Elle s'approcha à nouveau de la table, les yeux fixés sur ce petit corps. Elle était sur le point de commencer l'opération, mais quelque chose l'arrêta, comme si une force invisible lui disait « Ne fais pas ça ». Elle ferma les yeux et posa sa main sur sa poitrine, comme pour demander la permission. Puis pendant une seconde, juste une seconde, elle sentit une chaleur qui semblait vivante. Mais c'était impossible, complètement impossible, ou du moins pas dans la salle froide de la morgue. Le silence était total, mais pour Talia, ce silence commençait à crier. Malgré tout, elle a suivi le protocole. Ligne médiane de la poitrine, incision initiale, a-t-elle murmuré à l'enregistreur, presque comme si elle répétait un texte appris par cœur sans âme. Elle a posé la lame sur la peau fine de la poitrine de l'enfant. La pointe a coupé la première couche avec précaution, sans presque aucune pression, dans un silence lourd. Et c'est à ce moment-là qu'un son faible s'est fait entendre, presque imperceptible mais réel, un soupir. Talia s'arrêta, le scalpel toujours posé sur la peau. Le son se répéta, plus court, comme un sanglot étouffé. Elle se figea. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle sans bouger. Elle écarquilla les yeux. Le scalpel glissa de sa main et tomba sur le sol avec un bruit métallique qui brisa le silence de la pièce comme un coup de tonnerre. Elle recula d'un pas, effrayée, et resta là, paralysée. Le son venait du corps. « C'est impossible », murmura-t-elle, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Mais alors, elle vit la poitrine de l'enfant bouger. Un mouvement infime, un mouvement presque invisible, mais il bougeait. Talia se précipita, posa ses doigts sur son cou, cherchant son pouls. Elle ne le trouva pas. Elle approcha son visage de sa bouche. Pendant une seconde, elle crut que c'était son imagination, mais ce n'était pas le cas. C'était un souffle d'air chaud. Elle toucha sa joue. « Il est vivant !» s'écria-t-elle. Elle appuya sur le bouton d'urgence et frappa à la porte avec sa main. « À l'aide ! Il y a un enfant vivant ici. Il est vivant !» Elle tourna les yeux vers l'enfant. Du liquide rouge s'écoulait de l'incision faite par le scalpel. Pas beaucoup, mais suffisamment pour lui serrer le cœur. Elle posa délicatement sa main sur la coupure, essayant d'arrêter le saignement. « Écoute-moi, mon petit ange. Tiens bon. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. » Son visage était à quelques centimètres du sien, ses yeux remplis de larmes, le scalpel sale gisant sur le sol. Les lumières blanches de la pièce semblaient encore plus froides face à ce miracle, ou à cette erreur qui aurait pu tout coûter. On entendait des pas s'approcher rapidement dans le couloir. « Apportez une civière, appelez les secours, il est vivant !» Lorsque les infirmières arrivèrent en courant, elle était toujours là, la main sur sa poitrine, comme si elle protégeait quelque chose de sacré. Personne ne pouvait rien dire. Les yeux de tout le monde disaient la même chose. Ça n'aurait pas dû arriver, mais c'était arrivé. Talia quitta la pièce comme si elle avait reçu une balle dans la poitrine, courant, poussant les portes, criant à l'aide, ce qu'elle ne faisait jamais. Son visage était rouge, ses mains couvertes de sang. « Urgence, enfant vivant, respire encore !» cria-t-elle en entrant dans la zone réservée de l'hôpital où les médecins urgentistes comprenaient à peine ce qui se passait. 2 infirmières accoururent vers elle. Elle a pointé du doigt la civière qui arrivait derrière elle, poussée par un assistant effrayé. Il était dans la morgue. J'ai commencé à couper et il a respiré. Il est vivant, qu'est-ce qui se passe ? A demandé une infirmière, incrédule. Il n'y a pas de temps à perdre, a crié Talia, les yeux remplis de larmes. Préparez la salle, la ventilation, la surveillance, maintenant. Les pros se sont mis en action en quelques secondes. L'enfant a été emmené dans l'une des salles d'urgence. Les machines ont commencé à s'allumer. Oxygène, fréquence cardiaque, saturation. Talia est restée dehors, tremblante, transpirant à grosses gouttes, la main toujours appuyée sur le bord de l'incision qu'elle avait pratiquée, le sang de l'enfant séchant sur ses doigts, la culpabilité pesant sur sa poitrine. Mon Dieu, j'allais le couper. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder cette civière.
ce petit corps fragile relié à des câbles, des sondes, des tubes. Ses yeux étaient toujours fermés, sa respiration très faible, presque inexistante, mais il était vivant. Il est très faible, a dit le médecin de garde. Il est dans un coma profond. On ne sait pas depuis combien de temps il est dans cet état. Mais il est vivant, a-t-elle demandé d'une voix rauque. Oui, mais à peine. Elle a fermé les yeux et a laissé échapper un sanglot étouffé, manquant de tomber à genoux sur place. Le médecin l'a regardé. Comment ont-ils pu le déclarer mort? Talia secoua la tête, déglutissant péniblement. Je ne sais pas. Il est arrivé sans papier, sans rapport médical, juste avec un dossier de police indiquant qu'il l'avait trouvé dans un champ, sans signe de vie, et personne n'a vérifié ses signes vitaux avant de l'envoyer à la morgue. Elle fixa le vide, puis regarda l'enfant, la bouche tremblante, la main posée sur la vitre de la chambre. J'allais ouvrir sa poitrine s'il n'avait pas respiré à ce moment-là. Un lourd silence s'installa entre eux. De l'autre côté de la vitre, le corps maigre de l'enfant semblait encore plus petit sous les draps et les machines. Une infirmière lui murmura « C'était un miracle ». Mais une autre voix, celle d'un jeune résident, murmura « Ou une grave erreur, du genre qui te coûte ta licence, tu sais ». Talia ne répondit pas. Elle en était incapable. Ses yeux étaient rivés sur l'enfant. Sa poitrine se serra comme si elle revivait toute la douleur, la peur, le son du soupir, le cri, la culpabilité, mais aussi l'espoir, car il était toujours là, toujours en train de se battre, toujours en vie, et elle n'allait pas le laisser partir. Pas maintenant, plus jamais. Talia était à l'extérieur de la pièce, regardant à travers la vitre. À l'intérieur, tout en elle tremblait encore. La scène ne la quittait pas. Le soupir, le scalpel qui tombait, le cri. L'enfant était vivant et se battait maintenant, relié à des câbles, des machines et des soins qui semblaient plus grands que lui. Deux infirmières s'affairaient autour du brancard, posant une perfusion, ajustant le masque à oxygène, vérifiant les moniteurs. Le médecin ordonnait des examens, encore des examens. Tout allait très vite, mais pour Talia, le temps semblait s'être arrêté. Elle ferma les yeux, essayant de rester calme, et c'est alors qu'elle remarqua que quelque chose était collé sur le côté du short de l'enfant, juste à la taille, caché sous le pli du tissu sale. Elle s'approcha prudemment du brancard et souleva le tissu. C'était un fin collier fait d'un fil sombre, presque confondu avec la saleté. Au centre se trouvait une boule d'argent légèrement écrasée et couverte de marques. Talia la saisit délicatement, en essayant de ne pas déranger le corps blessé de l'enfant. La boule était creuse, comme si elle pouvait s'ouvrir, mais elle n'avait pas de fermoir à l'extérieur. Il n'y avait qu'une seule chose écrite en très petites lettres, presque effacée par le temps. Elle la lut à voix basse, « Carlito ». Le mot est resté suspendu dans l'air. Elle passa son doigt sur les lettres comme si elle voulait sentir le nom. Il n'y avait pas de nom de famille, pas de date, rien d'autre, juste ça, Carlito. Talia fixa le collier pendant plusieurs secondes. Le nom résonnait comme un murmure ancien, comme un écho venant d'un endroit lointain. L'infirmière à côté d'elle demanda « Avez-vous trouvé une pièce d'identité ?»« Non. » Talia lui montra simplement le collier sans rien dire et regarda à nouveau le garçon Carlito. Un nom, juste un nom. Et pourtant c'était plus que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Elle imagina quelqu'un lui mettre ce collier, une mère peut-être, quelqu'un qui l'appelait encore ainsi, quelqu'un qui le cherchait peut-être, pleurant désespérément, ou peut-être que non, peut-être que personne ne l'attendait. Talia serra fermement la petite boule d'argent. Elle était légère, mais elle avait un poids qu'elle ne pouvait expliquer. Elle murmura à nouveau, juste pour elle-même, « Tu as un nom, mon petit, tu as un nom. » Et à ce moment-là, au milieu de la confusion des machines et de l'angoisse contenue, ce nom devint une petite flamme vivante, car là où il y a un nom, il y a une histoire, et elle allait la trouver, même si personne d'autre ne s'en souciait. Talia passa la nuit à l'hôpital. Elle ne pouvait pas partir, même si les médecins disaient que Carlito était stable, même si son service était terminé, même si tous les couloirs étaient silencieux. Elle est restée assise sur une des chaises de la zone médicale, un café froid à la main, les yeux rivés sur ses notes. Elle a relu et relu les documents qui étaient arrivés avec l'enfant, à la recherche de n'importe quoi, du moindre détail qui l'aiderait à comprendre qui il était, d'où il venait, pourquoi il était seul. Elle ouvrit le dossier en papier brun qui était arrivé avec le corps, livré par la police. À l'intérieur se trouvaient quelques feuilles de papier, une brève note manuscrite rédigée à la hâte. Mineur de sexe masculin, âgé d'environ 6 ans, trouvé inconscient sans signes vitaux apparents, envoyé à la morgue en raison de l'absence de réponse à la réanimation, cas, champ ouvert,
Autoroute 18B, aucune maison à proximité. Talia fronça les sourcils. Champ ouvert, lut-elle à voix haute, tournant la page à la recherche de coordonnées, d'un point de référence, du nom du ranch, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Elle se leva de sa chaise et se rendit dans la salle administrative. Elle demanda les registres d'entrée du corps. Le gardien de nuit, un homme à la voix douce, feuilleta les registres de contrôle. Il a été livré ici vers 7 heures du matin par la patrouille le 021. Et qui l'a réceptionné ? Demanda-t-elle nerveusement. Il n'y a qu'un seul nom officiel, Ramirez. Elle nota ce nom sur un bout de papier, le remercia, retourna s'asseoir sur sa chaise dans le couloir et relut le rapport de police. Ce qui la dérangeait le plus, ce n'était pas le peu d'informations disponibles, mais ce qui manquait. Il n'y avait pas de rapport détaillé sur les lieux, pas de photos, aucune info sur la présence d'objets près du corps, pas de témoins, pas même l'heure à laquelle l'enfant avait été trouvé. Elle secoua lentement la tête. « Ça ne va pas », marmonna-t-elle en remuant à nouveau les papiers. Elle décrocha le téléphone de l'hôpital et composa le numéro du poste de police local. Elle attendit. « Commissariat de police de San Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le docteur Talia de la Vega, de la morgue. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de l'enfant retrouvé sur l'autoroute 18B, de l'autre côté. » Silence pendant un moment. « À propos du corps de ce matin ? Oui, mais il n'est pas mort. Il est vivant et il y a quelque chose d'étrange dans les documents. » Un instant. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Quand la voix est revenue, c'était un autre agent. « Docteur, ici le sergent Alvarez. Il dit que l'enfant est vivant. » « Oui, et en plus, le dossier que j'ai reçu est incomplet. Il n'y a pas de lieu exact, pas de description de la scène, rien d'utile pour identifier l'enfant. Bizarre. Ramirez aurait dû tout enregistrer dans le système. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Il a eu le temps d'emmener le corps à l'hôpital, mais pas de remplir un formulaire. » Silence à l'autre bout du fil. « Écoutez, docteur, je vais vérifier ici, mais vous feriez mieux de ne pas vous inquiéter. On s'en occupe déjà. » Talia plissa les yeux. « Je ne suis pas inquiète. C'est moi qui suis responsable. Cet enfant est peut-être mort à cause d'une négligence, et je veux savoir pourquoi des informations de base manquent dans une affaire aussi grave. » L'appel se termina ainsi. Talia fixa le téléphone. Le silence lui faisait désormais plus mal que n'importe quelle réponse. Ce n'était pas seulement une erreur. C'était une lacune dans un dossier et peut-être dans tout un système. Et au fond d'elle-même, elle le savait. Là où des informations manquent, des secrets sont cachés. Il était presque 3 heures du matin. L'hôpital dormait en silence. Les lumières étaient tamisées, les couloirs presque vides. Le bruit constant des machines dans l'unité de soins intensifs était la seule chose qui lui rappelait qu'une bataille contre la mort se livrait là-bas. Talia ne pouvait pas dormir. Elle était assise sur une chaise en vinyle près de la porte de la chambre où Carlito était hospitalisé, tenant son collier entre ses mains. La boule en argent tournait lentement entre ses doigts. Ses yeux étaient lourds, mais son esprit était trop occupé pour s'arrêter. C'est alors qu'elle entendit des pas légers. Ce n'étaient pas les pas de chaussures d'hôpital, mais plutôt ceux de pieds nus ou de sandales très usées. Ils venaient du bout du couloir. Elle se leva lentement, les yeux désormais alertes, et vit une femme debout, presque collée contre le mur, juste à côté de la cloison vitrée de l'unité de soins intensifs. Elle était mince et voûtée, les cheveux ébouriffés collés à son front en sueur. Ses vêtements étaient sales et tachés, l'ourlet de sa jupe était déchiré et traînait sur le sol, et elle portait un vieux chemisier ample taché de boue. Ses yeux rouges fixaient intensément Carlito dans la chambre. Talia restait immobile, observant en silence. La femme ne bougeait pas. Elle pleurait juste en silence, ses larmes coulant lentement comme si elle n'avait plus la force de sangloter. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Ses yeux étaient gonflés et son visage semblait pris entre la peur et l'amour. Talia s'approcha lentement et silencieusement. « Madame, » dit-elle doucement et prudemment, « vous le connaissez ?» La femme se retourna, effrayée, le regard perdu, le corps tremblant. Avant que Talia n'ait pu faire un pas de plus, la femme s'enfuit. « Attendez !» cria Talia, qui se mit à courir après elle. Mais la femme était rapide, malgré son air fatigué. Elle tourna dans le couloir et disparut par la sortie de secours à l'arrière de l'hôpital. Talia courut dans cette direction, mais ne vit rien, seulement la porte entr'ouverte, le vent froid du petit matin et le silence qui régnait à nouveau. Elle resta là quelques secondes, essayant de comprendre. Son cœur battait très vite, sa respiration était courte. Elle retourna lentement à l'unité de soins intensifs et se tint devant la vitre. Carlitos était toujours le même, petit, calme et fragile.
Mais elle était désormais certaine que cette femme n'était pas apparue par hasard. La douleur dans ses yeux était celle d'une mère, et même si aucun mot n'avait été prononcé, Talia la ressentait. Cette femme connaissait Carlito, et Carlito n'était pas aussi seul qu'il en avait l'air. Le lendemain matin, le temps était froid, avec un vent sec qui lui fouettait le visage. Talia n'avait pas dormi. Elle s'était tournée et retournée dans son lit. L'image de cette femme inconnue lui revenant sans cesse à l'esprit, la façon dont elle avait regardé Carlito, ses pleurs silencieux, sa fuite. Elle ressentait une détresse dans sa poitrine qui ne voulait pas disparaître. Elle ne pouvait plus se contenter d'attendre des réponses. Elle devait faire quelque chose, et si personne ne cherchait l'enfant, elle le ferait, même si elle devait y aller seule. Avant le lever du soleil, elle était déjà en route. La route était longue et peu balisée. La route en terre faisait trembler la voiture. Chaque pierre sur le sol semblait lui dire « Fais demi-tour, ce n'est pas pour toi ». Mais elle continua quand même. Elle avait le collier de Carlito dans la poche de sa robe, comme s'il s'agissait d'une boussole. Le rapport de police indiquait qu'ils avaient trouvé le garçon sur l'autoroute 18B près d'un champ, mais sans préciser où exactement. Elle arrêta la voiture plusieurs fois, sortit et regarda autour d'elle. Tout semblait identique. De hautes herbes, des clôtures tombées, le silence. Après presque 2 heures de recherche, elle aperçut une allée en terre battue presque cachée parmi des buissons. Le portail était ouvert. Rien n'indiquait que l'endroit était habité. Talia entra lentement, la voiture crissant sur le gravier. À l'intérieur, il y avait un silence absolu. Elle se gara et sortit calmement, les yeux scrutant le champ. Elle avait une sensation étrange, comme si ses propres pas faisaient trop de bruit. Elle marcha dans l'herbe, la boue collant à ses chaussures. Elle passa devant un hangar presque effondré et vit des morceaux de jouets éparpillés sur le sol, une brouette sans roue, un ballon dégonflé, un ours en peluche sans tête. Son cœur se serra. Elle continua à marcher vers une partie plus isolée du terrain où les buissons poussaient à l'état sauvage, et c'est là qu'elle s'arrêta. Elle s'agenouilla lentement sur le sol, à moitié caché parmi les feuilles sèches. Il y avait un morceau de tissu bleu clair pour enfants avec des motifs d'étoiles, sale et taché de sang séché. Elle le ramassa avec précaution. Il provenait d'une petite chemise qui appartenait peut-être à Carlito ou à un autre enfant. Elle sentit une boule dans sa gorge. Elle regarda autour d'elle, et c'est là qu'elle les vit, de petites empreintes de pas désordonnés, comme si quelqu'un avait couru là pieds nus. C'étaient les pas courts et légers d'un enfant. Talia suivit du regard le chemin tracé par les empreintes. Elle disparaissait sur un côté, tout près d'une zone où la végétation était plus dense, comme si quelqu'un ou quelque chose avait fui. Elle resta là, immobile. Le vent faisait bouger les feuilles. Le ciel était nuageux et l'air semblait plus lourd. Elle pressa le morceau de tissu contre sa poitrine, les yeux remplis de larmes. Ce n'était plus seulement une affaire, c'était un appel à l'aide silencieux qui gisait sur le sol, et maintenant, elle le savait. Carlito n'était pas là par hasard. Quelque chose ou quelqu'un l'avait laissé dans ce champ, et peut-être n'était-il pas le seul. Le silence de l'endroit n'était pas vide, il était rempli de douleur, et Talia sentit qu'à partir de ce moment, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Talia continua lentement, le cœur serré, les mains moites, le morceau de tissu toujours caché dans la poche de sa robe. Là, au milieu de nulle part, se trouvait une vieille maison, jaunie par le temps, les fenêtres sans vitres, la porte penchée d'un côté, la clôture complètement effondrée. Il semblait n'y avoir aucune vie là-bas depuis longtemps, mais malgré tout, quelque chose dans cette image lui donnait la nausée. Elle prit une profonde inspiration. Lentement, le plancher craqua sous ses pieds. Une forte odeur de moisissure, de terre humide et de quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer s'échappa des fissures. Elle poussa la porte avec précaution. Le bois craqua trop fort dans le silence environnant. À l'intérieur, l'obscurité régnait partout. Le soleil pénétrait à travers les murs troués, faisant flotter la poussière dans l'air. Tout semblait avoir été abandonné depuis des années, mais les détails racontaient une autre histoire. Dans le salon, un matelas sale était posé à même le sol. Une couverture d'enfant avec des images décolorées, des assiettes en plastique jetées dans un coin et des jouets, beaucoup de jouets, des petites voitures aux roues cassées, un livre de coloriage déchiré, un dessin d'enfant collé au mur, juste des lignes tordues et un cœur rouge au milieu. Talia s'accroupit sur le sol. Sous une petite table en bois, il y avait une poupée, un super-héros en plastique auquel il manquait un bras. Elle la ramassa avec précaution et vit qu'autour du cou de la poupée, attaché avec une fine ficelle, se trouvait un autre collier exactement comme celui que portait Carlito, une petite boule en argent.
Elle sentit l'air la quitter pendant une seconde, son cœur battre à toute vitesse. Ses mains serraient la poupée avec précaution, comme si elle était en verre. Elle s'assit sur le sol, épuisée, les yeux fixés sur cet objet. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il vivait ici. » Elle regarda autour d'elle la saleté, l'abandon, le silence, mais maintenant tout avait une couleur différente. Cette maison avait été un foyer, fragile, dangereux, triste, mais un foyer. Carlito y avait dormi, joué, pleuré. Elle passa sa main sur le sol, sentant chaque écharde, chaque grain de poussière, comme si elle voulait tout comprendre d'un coup. La poupée, avec le collier, semblait dire quelque chose, raconter une histoire silencieuse enfouie dans le vide et la solitude de la maison. Ça résonnait profondément en elle, parce que pour la première fois, Talia réalisait que Carlito venait de quelque part. Il avait un coin, même si ce n'était qu'un coin, il avait des jouets, même s'ils étaient cassés, il avait quelqu'un ou quelque chose avant d'être juste un corps sur une civière. Et à ce moment-là, assise là, au milieu de la poussière et du silence, elle fit une promesse silencieuse. Elle allait tout découvrir, ça faisait mal, mais elle allait aller jusqu'au bout, car personne d'autre ne semblait disposé à voir ce qu'elle voyait, qu'il y avait toute une vie derrière ce petit corps, et elle n'allait pas laisser cette vie disparaître comme ça. Le silence de la maison abandonnée semblait avoir un poids différent maintenant. Talia marchait lentement dans les pièces, chaque pas lui donnant des frissons. Les murs s'écaillaient, le sol était couvert de poussière, et il y avait l'odeur d'un endroit qui avait vu trop de souffrance. Mais quelque chose l'empêchait de partir. C'était comme si l'espace lui-même lui murmurait de continuer, de chercher davantage. Elle entra dans une petite pièce sans fenêtre et au plafond bas. À l'intérieur, il y avait une vieille commode à moitié cassée, à laquelle il manquait un tiroir. Le matelas posé à même le sol portait encore l'empreinte d'un petit corps, comme si quelqu'un avait dormi là et n'était jamais parti. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Une partie du mur dans le coin droit semblait différente. Le plâtre était plus récent et mal appliqué. Il y avait des traces de doigts, comme si quelqu'un avait essayé de cacher quelque chose à la hâte. Elle s'approcha, passa sa main dessus et frappa avec ses jointures. Ça sonnait creux. Elle s'accroupit et retira lentement un morceau de bois détaché de la plinthe. Là, entre le mur et les restes de briques, il y avait un trou, et à l'intérieur se trouvait un petit cahier bleu froissé avec un autocollant représentant une fusée sur la couverture, maintenant à moitié effacée. Talia le prit comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Elle l'ouvrit lentement et le monde s'arrêta. À l'intérieur se trouvaient des dessins d'enfants colorés, tordus, pleins de lignes fortes, un soleil, une maison, 2 bonhommes allumettes, un grand avec de longs cheveux et un petit avec de grands yeux, à côté desquels étaient écrits des mots d'une écriture enfantine. « Je ne veux plus qu'il me frappe ». Elle sentit l'air la quitter, elle tourna la page. Ma maman pleurait tous les soirs. Sa main tremblait, des larmes commencèrent à couler sans qu'elle s'en rende compte. Elle tourna une autre page. « Je veux que ma maman sourie à nouveau ». C'était comme entendre la voix de Carlito, comme si chaque ligne portait un appel à l'aide, une explosion, un cri silencieux que personne n'entendait. Elle s'est assise par terre et a serré le petit carnet contre sa poitrine. Mon Dieu, ils vivaient tous les deux ici et étaient piégés. La douleur lui serrait la poitrine. Ce n'était plus une enquête, c'était l'histoire d'un vrai enfant, d'une vraie mère qui pleurait tous les soirs. Le lendemain, Talia apporta le petit carnet au poste de police. Le même sergent que la veille l'a reçu. « J'ai trouvé ça dans la maison près de l'endroit où ils ont trouvé l'enfant », dit-elle en le lui tendant fermement. Il y jeta un coup d'œil, la regarda, fronça les sourcils et dit « Pourquoi le docteur fait-il ça? Ce n'est pas votre domaine. » Elle le fixa du regard, car personne d'autre ne faisait rien, et cet enfant respirait encore. Il referma le carnet avec force. « Vous devriez vous occuper de l'hôpital, pas des affaires de police. Et si vous y allez et que quelqu'un est blessé, quelqu'un devra s'en occuper. Et si c'est moi, alors ce sera moi. » Le sergent la regarda sérieusement. « Fais gaffe, docteur, ne t'implique pas trop. » Mais Talia le savait déjà. Elle était déjà trop impliquée, et elle n'allait pas s'arrêter. Elle n'allait pas s'arrêter. C'était la fin de l'après-midi à l'hôpital. La lumière orange du soleil filtrait à travers les couloirs, laissant tout dans un calme étrange, presque triste. Talia se dirigeait vers l'unité de soins intensifs comme elle le faisait tous les jours, un dossier contenant les résultats des tests dans une main et le collier de Carlito dans l'autre. C'est alors qu'elle vit la femme, la même, avec ses yeux rouges, ses vêtements sales et sa démarche chancelante. Mais cette fois-ci, elle ne s'enfuit pas.
Elle se tenait devant la porte vitrée de la chambre où Carlito luttait toujours pour sa vie, les yeux fixés sur lui, les mains tremblantes, le corps recroquevillé comme si elle avait froid ou peur du monde. Talia s'approcha lentement, la voix basse, comme un murmure. « C'est vous, n'est-ce pas ?» La femme ne répondit pas. Talia fit un pas de plus et se tint à côté d'elle. « Tu es sa mère !» La femme ferma les yeux, des larmes coulant lentement sur son visage couvert de poussière. Elle essaya de parler, mais sa voix la trahit. Elle déglutit péniblement. « Ils m'ont forcé à me taire. » Talia la regarda avec affection, sans se presser. « Comment tu t'appelles ?» Il fallut un moment, puis elle la regarda dans les yeux pour la première fois. « Maria Rita. » Le silence entre les deux femmes semblait pesant. « Carlito est mon fils. » Et sa voix ressemblait à une confession douloureuse. Je le croyais mort. Ses jambes fléchirent légèrement. Talia la prit par les bras et l'aida à s'asseoir sur une des chaises dans le couloir. Maria Rita tremblait. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder à travers la vitre. « Raconte-moi ce qui s'est passé » demanda Talia doucement. « Je suis là, je t'écoute. » Et puis elle parla. Sa voix était basse. Elle parlait lentement, marquant une pause après chaque phrase. Chaque phrase semblait lui faire mal. On vivait dans cette maison, cachée. Elle n'était pas à nous. Elle appartenait à un homme mauvais, un trafiquant de drogue du coin. Je me suis retrouvé là, après avoir fui un autre endroit, sans avoir nulle part où aller. Il a dit qu'il prendrait soin de nous, mais c'était un mensonge. Son regard était perdu. Ils ont frappé à la porte tôt le matin. Des voitures sont arrivées, de la drogue, des armes. Je devais rester silencieuse. Si je criais... Elle a passé ses mains sur ses bras comme si elle pouvait tout ressentir à nouveau. Il me frappait, m'insultait, me faisait des choses horribles. Talia s'est tue, se contentant d'écouter. Il était tout ce que j'avais. Il dormait près de moi. Il disait qu'il allait devenir un héros. Mais il a vu plus de choses horribles qu'un enfant ne devrait voir. Elle a poussé un profond soupir. Un jour, j'ai essayé de m'enfuir. J'ai attendu qu'il parte. J'ai pris Carlito dans mes bras, mais il est revenu tôt. Il m'a attrapé et m'a jeté par terre. Carlito s'est enfui et s'est caché dans les arbres, et je ne pouvais pas le suivre. J'ai couvert mon visage de mes mains. J'ai passé des jours sans savoir où il était. Je pensais qu'il était mort. J'étais piégé, blessé. Je me suis caché. J'ai attendu qu'il fasse nuit et je me suis mise en route. J'ai marché jusqu'à l'hôpital. Elle a regardé Carlito à nouveau de l'autre côté de la vitre. Quand je l'ai vu là, si immobile, je n'ai pas pu parler. Je me suis figé. Talia lui a pris la main, mais maintenant tu as parlé. Et il est là. Il est en vie parce que tu n'as pas abandonné. Maria Rita s'est effondrée et a pleuré de toutes ses forces. Talia l'a serrée dans ses bras comme si elle tenait une partie de son propre passé, car dans ce couloir froid, entre larmes et secrets murmurés, deux femmes blessées se sont reconnues, et pendant un instant, aucune d'elles n'était seule. Toujours assise dans le couloir froid de l'hôpital, Maria Rita s'est essuyé les yeux avec ses mains fines, tremblant plus de fatigue que de froid. Talia est restée à ses côtés en silence, lui tenant fermement la main. Il n'y avait pas d'urgence, il fallait juste écouter, vraiment écouter. Maria Rita a alors baissé les yeux et a sorti un petit objet plié de la poche intérieure de son chemisier, enveloppé dans un vieux plastique taché par le temps. Elle l'a déplié avec précaution. Je l'ai gardé depuis le jour où il est né. C'était un bracelet d'hôpital, du genre de ceux qu'on met aux nouveau-nés dans leur berceau. Le plastique était sec, l'écriture presque effacée, mais encore lisible. Carlito Mendoza, R. Talia, le prit délicatement et le relut plusieurs fois. Le prénom correspondait Carlito. Son nom de famille, Rita, était la preuve de sa maternité inscrite là. Mais il y avait autre chose juste en dessous du nom. L'hôpital d'origine, Santa Cruz de Los Andes. Elle fronça les sourcils. Cet hôpital n'est pas ici. Maria Rita acquiesça lentement. Il se trouve dans un autre état, très loin, presque à la frontière. Talia la regarda avec surprise. « Tu viens de là-bas » Maria Rita prit une profonde inspiration. Son regard s'estompa à nouveau. « Oui » dit-elle en déglutissant, avant de continuer à voix basse. Après la naissance de Carlito, j'ai essayé de recommencer à zéro, mais son père ne m'a jamais laissé faire. Il me menaçait, me suivait, criait devant ma porte. Je ne voulais pas que mon fils grandisse dans tout ça. Alors un jour, j'ai rassemblé le peu que j'avais. J'ai pris Carlito dans mes bras et je suis parti. Je ne savais pas où aller. Je savais juste que je devais partir. Talia regarda à nouveau le bracelet. Ce petit morceau de plastique en disait plus long que n'importe quel rapport de police. Il révélait une origine, une histoire, toute une partie d'une vie que personne ici ne connaissait. « Pourquoi es-tu venue ici ?» demanda-t-elle du ton le plus humain possible. Maria Rita baissa la tête. « Parce que j'avais entendu dire qu'ici, personne ne posait beaucoup de questions, qu'on pouvait se cacher. Je pensais pouvoir recommencer à zéro,
mais je suis encore tombé sur le mauvais homme. Le silence s'installa à nouveau. Le bracelet brillait faiblement dans la lumière du couloir. Talia le rendit avec précaution, et là, dans ce petit objet en plastique usé, se trouvait toute la douleur d'une mère, l'amour pour un enfant, la tentative désespérée d'échapper à un passé qui ne la lâchait pas. Et maintenant, elle savait. Carlito n'était pas juste un gamin trouvé sur le bord de la route. C'était un gamin avec une longue histoire marquée par le courage silencieux d'une femme qui, bien que brisée, restait debout, bien qu'effrayée, bien que sale, bien que blessée, continuait à se battre pour lui. La nuit tombait lourdement sur l'hôpital. Le ciel sombre semblait porter le même poids que Talia ressentait dans sa poitrine. Elle avait passé toute la journée parmi les papiers, les tests, les conversations tendues, mais maintenant, seule dans la petite chambre des médecins, tout s'écroulait à nouveau. Elle s'allongea sur la civière étroite, se couvrit jusqu'au menton, ferma les yeux. Mais le sommeil ne vint pas comme une paix, il vint comme un souvenir, il vint comme une douleur. Le rêve commença par des rires, les rires d'une petite fille, un son doux et sucré qui remplissait l'air d'une joie oubliée. C'était une petite fille qui courait dans le jardin, les cheveux attachés en deux nattes désordonnées, des sandales roses, une robe pleine de petites fleurs. « Maman, regarde, je suis là !» criait-elle en riant. Talia courait derrière elle, riant aussi. L'image était si vive, si réelle qu'elle faisait mal, mais la scène changea rapidement. Les rires se sont transformés en silence, le soleil en pluie, la maison en autoroute, la pluie martelait la vitre de la voiture. Talia conduisait, la petite fille dormait sur la banquette arrière, serrant un ours en peluche dans ses bras. Un camion est apparu de nulle part, a freiné, a dérapé, puis il y a eu le crash, le bruit du métal qui se tordait, les cris, l'odeur de l'essence, la douleur, le désespoir. Talia essayait de sortir de la voiture, essayait d'atteindre la banquette arrière, la fumée, la sirène. Ma fille qui criait, elle est là-dedans. Ses mains frappaient le métal brûlant, le feu qui se déclarait, les larmes mêlées à la pluie, et personne n'a réussi à la sortir à temps. Dans le rêve, Talia est tombée à genoux sur l'asphalte mouillé, les yeux sans vie, l'ours en peluche brûlé parmi les débris. Elle s'est réveillée en sursaut, le corps en sueur, la poitrine serrée, respirant rapidement. Elle s'est assise dans son lit, haletante, a passé ses mains sur son visage, les larmes coulant sans prévenir, comme toujours. 8 ans avaient passé, 8 ans depuis qu'elle avait perdu sa fille, 8 ans depuis qu'elle avait cessé de sourire, depuis qu'elle avait cessé de vraiment vivre. Elle n'en avait jamais parlé à personne à l'hôpital. C'était une douleur qu'elle gardait dans un endroit où personne ne pouvait entrer. Elle a continué à travailler, à étudier, à se taire. Elle a fait de la médecine un rempart pour ne plus rien ressentir, et elle s'est spécialisée dans les morts, car au moins, les morts ne pouvaient plus partir. Mais maintenant, il y avait ce garçon, Carlito, si petit, si calme, qui lui ressemblait tant. Il avait fait quelque chose en elle, touché une partie d'elle-même qu'elle croyait enfouie. Elle est sortie du lit et s'est approchée de la fenêtre. L'hôpital dormait, mais elle était éveillée à l'intérieur. Elle posa son front contre la vitre froide. « Tu ne vas pas mourir, mon petit, » murmura-t-elle. « Je ne vais pas te perdre toi aussi. » Et pour la première fois en 8 ans, elle se sentit à nouveau mère. Non pas parce qu'elle remplaçait quelqu'un, mais parce qu'elle se souciait de lui, parce qu'elle se battait, parce qu'elle aimait, même si elle ne s'en rendait pas compte, même si elle avait peur. Carlito lui avait rendu ce qu'elle croyait perdu à jamais, la capacité de ressentir. Le soleil se levait à peine, mais elle avait déjà pris sa décision. Elle avait les yeux rougis d'avoir tant pleuré, la voix brisée par tant de vérités coincées dans sa gorge. Elle tenait le carnet de Carlito entre ses mains, et avec lui, le poids de tout ce qu'elle savait et ne pouvait plus taire. Elle entra dans les locaux du journal local, comme si elle n'avait pas besoin de demander la permission. « J'ai besoin de parler à quelqu'un, c'est urgent. » Le journaliste qui vint à sa rencontre reconnut immédiatement le nom. « Vous êtes le médecin qui s'est occupé de l'enfant sur l'autoroute. » Elle se contenta d'acquiescer, trop fatiguée pour tout répéter. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle, en sortant le carnet de la poche de son sac. Elle le lui tendit avec précaution. Le journaliste l'ouvrit et le parcourut. Son silence s'alourdissait à chaque page. C'est lui qui a écrit ça, Carlito, le garçon qui a failli mourir à la morgue. Il a survécu grâce à sa mère, menacée, sans personne autour de lui, sans personne pour l'aider. La maison est abandonnée, mais tout est encore là. Je l'ai vu de mes propres yeux, et la police, silence. Et quand je parle, ils me disent de partir. Elle prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Mais je ne peux plus partir maintenant, plus maintenant. Le journaliste serra les lèvres et la regarda. « Docteur,
Si vous êtes sûr de ce que vous dites, on le publiera. Talia sentait qu'elle n'était pas seulement sûre. Elle avait des noms, des adresses, et maintenant, elle avait une mission. Ils programmèrent l'interview pour le lendemain. Un article spécial en première page, une accusation grave. Le carnet serait scanné, protégé, analysé et montré au monde entier. Mais cette même nuit, le téléphone de sa maison a sonné. Il était environ 22h15. Elle était assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, quand elle a entendu la sonnerie aiguë du téléphone fixe. Elle a répondu. « Allô ?» À l'autre bout du fil, une voix masculine grave, froide et posée dit « Vous vous êtes immiscé là où vous n'auriez pas dû, docteur. » Silence. Elle se figea. La voix continua sur le même ton calme. Les gens qui se mêlent de choses qui ne les concernent pas finissent généralement seuls. Talia essaya de répondre, mais sa gorge se serra. Sa main serra le téléphone avec force. « Supprimez la note et occupez-vous de votre vie tant que vous en avez encore une. » L'appel prit fin. Elle resta là, le téléphone suspendu dans sa main, la poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, les mains moites, la peur revenant, cette peur qu'elle connaissait si bien, la peur de perdre à nouveau. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Elle leva les yeux et vit le cadre avec la photo de la fille qu'elle avait perdue et se murmura « Je ne vais pas m'arrêter parce que même si elle avait peur, elle savait que se taire faisait plus mal et Carlito ne pouvait plus être réduite au silence. » C'était en fin d'après-midi quand Talia s'arrêta à l'infirmerie, comme elle le faisait toujours, pour apporter du thé à Maria Rita, mais la chambre était vide. Le lit était fait, les couvertures pliées, aucun signe d'elle. Talia regarda autour d'elle, perplexe. « Infirmière » appela-t-elle. « Où est la patiente de la chambre 212 Maria Rita ?» La jeune fille jeta un coup d'œil au dossier, perplexe. « Eh, elle n'est pas là, elle a quitté l'hôpital. » Bien sûr qu'elle n'était pas sous protection, elle ne pouvait pas partir. Talia se rendit à la réception. Personne ne savait rien, personne ne l'avait vue partir. Aucun dossier de sortie, aucun visiteur enregistré. Elle courut vers l'unité de soins intensifs, le cœur battant à tout rompre. Elle se tint devant le lit de Carlito. Il était toujours là, intubé, se battant, mais seule sa mère avait disparu. Elle retourna dans le couloir, incapable de réfléchir clairement. Quelqu'un avait vu Maria Rita quitter l'hôpital. Une infirmière âgée qui nettoyait le sol. Il a levé les yeux et a répondu doucement « Ils l'ont emmenée ». Talia s'est figée. « Comment ça, ils l'ont emmenée ? J'ai vu 2 hommes près de la sortie de service. Ils ne portaient pas d'uniforme. L'un d'eux la tenait par le bras et personne n'a rien fait. » L'homme a baissé les yeux, honteux. Je pensais qu'ils étaient, je ne sais pas, des policiers. Tout semblait très bizarre. Elle courut vers la sécurité et demanda à voir les caméras. Ils lui dirent que cela n'était possible qu'avec l'autorisation de la direction. « Alors appelez la direction tout de suite !» cria-t-elle, désormais désespérée. Une demi-heure plus tard, elle était dans la salle de surveillance, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Ses doigts serraient si fort les accoudoirs de la chaise qu'ils blanchissaient. « Revenez à hier, 18h34, couloir latéral », demanda-t-elle au technicien. Et voilà. La vidéo montrait Maria Rita sortant lentement d'une porte de secours, la tête baissée. 2 hommes étaient à ses côtés, vêtus de vêtements normaux, sans badge. L'un d'eux posa fermement sa main sur son épaule. L'autre regarda autour de lui. Un 3e homme est apparu plus loin, tenant la porte ouverte. Elle a hésité, a regardé en arrière, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ils l'ont entraînée, et la porte s'est refermée. Talia a mis ses mains sur son visage, a pris une profonde inspiration, et a senti le monde tourner. « Vous voyez ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, presque essoufflée. « C'est un enlèvement. » Le technicien a hoché la tête, mais personne n'a rien dit. Talia sortit en courant de la pièce et se rendit directement au poste de police. Elle leur montra la vidéo, apporta les preuves et exigea une réponse. Mais ils restèrent silencieux. « On n'a aucune trace d'une opération, » dit l'officier. « Alors qui sont ces hommes ?» cria-t-elle en montrant la vidéo sur son téléphone portable. « Et pourquoi cette femme a-t-elle disparu juste après avoir signalé un crime ? On va vérifier. » Vérifier quoi ? La femme qui a disparu est la mère d'un enfant dans le coma. Le policier est resté silencieux, puis l'a regardé intensément. « Docteur, vous vous exposez trop. » Talia a compris le message. Il était clair qu'il n'allait rien faire. Elle est retournée à l'hôpital, les larmes aux yeux. Elle s'est rendue dans la chambre où Carlito dormait, a posé son front contre la vitre et est restée là, en silence. « Je te promets que je ramènerai ta maman », murmura-t-elle. Et à ce moment-là, plus qu'une docteure, plus qu'une femme, Talia devint la gardienne d'une histoire qu'il voulait effacer.
Mais elle n'allait pas le permettre, car maintenant, c'était juste pour Carlito. C'était pour toutes les mères qui n'avaient jamais été entendues. C'était l'aube. L'hôpital dormait dans un silence pesant. Les lumières tamisées de l'unité de soins intensifs projetaient des ombres sur les murs, et le seul bruit était celui des moniteurs qui battaient à un rythme régulier jusqu'à ce que l'un d'eux commence à biper, d'abord brièvement, puis avec insistance. Le graphique cardiaque bougeait bizarrement. La saturation a chuté, l'oxygène a baissé d'un coup. Talia était dans le couloir, assise sur un banc avec une tasse de café froid dans les mains, le regard perdu, l'âme fatiguée, mais quand elle a entendu l'alarme, elle a compris. Elle bondit, courut dans la chambre et poussa la porte avec force. Carlito était allongé là, petit, les bras ouverts, la bouche entr'ouverte, essayant de respirer. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait bizarrement, très rapidement, comme si quelque chose en lui était déjà en train de lâcher. « Non, non, non », murmura-t-elle en s'approchant du brancard. Les infirmières étaient déjà là, l'une mettant le ballon en but, l'autre ajustant les médicaments. Le médecin de garde fut immédiatement appelé, mais Talia n'attendit personne. Elle jeta le dossier par terre et attrapa sa main. « Carlito, mon garçon, écoute-moi !» Sa voix se brisa. « Je suis là, je suis là !» Il ne répondit pas, son petit corps tremblant, son cœur battant puis s'arrêtant, le graphique bougeant comme un fou. C'était comme si son corps criait tandis que son âme pensait à partir. « Batte-toi, s'il te plaît, batte-toi !» dit-elle, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. Elle s'agenouilla à côté du lit et posa son front sur sa main. Sa respiration était forte et irrégulière, comme s'il essayait d'aspirer l'air qu'il ne pouvait pas prendre. « Tu ne vas pas partir. Tu m'entends ? Pas comme ça. Pas maintenant. Tu es fort maintenant. Tu as déjà surmonté une montagne de douleur et de peur. Maintenant, bats-toi pour moi. » Les machines bipaient tout autour d'elle. Tout allait très vite, mais là, dans ce petit espace entre ses doigts et les siens, le temps s'était arrêté. « S'il te plaît, mon ange, » murmura-t-elle, « tu m'as rendu la vie. Maintenant, laisse-moi t'aider à rester. » Elle ferma les yeux, les larmes tombant directement sur le drap. Le monde semblait avoir disparu. Il ne restait plus que deux, une femme brisée et un enfant qui se battait pour continuer à exister. La crise a duré quelques minutes, mais pour Talia, ça a semblé durer des années. Lorsque le moniteur s'est stabilisé, lorsque la ligne a cessé de bouger comme une folle, elle n'a pas pu se lever. Elle est restée là, le front appuyé contre sa main, sanglotant doucement, sans un mot, sans un bruit, juste elle, Carlito, et l'amour le plus pur né de la peur de le perdre. Talia n'a pas dormi cette nuit-là. Même si Carlitos était stable et que les moniteurs étaient calmes, elle sentait que quelque chose en elle continuait de crier. Une intuition, un détail qu'elle ne pouvait ignorer. Tôt le matin, elle est retournée dans cette maison. La même maison où elle avait trouvé les jouets sales, la poupée avec le collier, la douleur collée au mur. Cette fois, elle est allée directement dans la chambre. Tout était comme elle l'avait laissé, sauf que la poupée était par terre, comme si quelqu'un l'avait touchée. Elle la ramassa. C'était le même super-héros avec le bras cassé et le petit collier attaché autour de son cou en plastique. Mais il y avait quelque chose de bizarre. Elle secoua la poupée avec précaution. Quelque chose à l'intérieur fit un bruit sec. Elle la retourna sur le côté et appuya dessus. Le bruit était clair, un papier caché. Sans réfléchir, elle déchira la couture qui était déjà lâche, glissa ses doigts à l'intérieur et en sortit quelque chose. C'était un morceau de papier, plié plusieurs fois, sale, presque en lambeaux. Elle l'ouvrit lentement, avec toute la précaution du monde. Ses mains tremblaient. C'était une feuille d'un cahier d'école. À l'intérieur, il y avait des noms, des adresses, des dates, beaucoup de dates, des codes, des lettres et un titre écrit au stylo rouge avec des lettres tordues. Eux aussi ont peur. Talia s'assit par terre, à bout de souffle. Il ne s'agissait pas seulement de Carlito, ni seulement de Maria Rita, c'était plus grave, beaucoup plus grave. Elle prit des photos, fit des copies et courut au journal. Elle leur montra tout. L'histoire fut publiée le même après-midi, en première page. L'histoire de l'enfant retrouvé vivant dans la morgue de sa mère disparue, avec des noms cachés dans une poupée d'enfant. La réaction fut immédiate. Quelques heures plus tard, l'hôpital était entouré de voitures de police. Le bureau du procureur a pris des mesures. Des mandats d'arrêt ont été émis. Les lieux mentionnés dans l'article ont été fouillés. Des personnes ont été arrêtées. Et finalement, ils ont retrouvé Maria Rita. Elle était blessée, faible, effrayée, cachée dans un vieil entrepôt avec des marques sur le visage, sur les bras, sur l'âme, mais vivante. Talia a couru la voir. Quand Maria l'a vue entrer, elle pouvait à peine parler. Elle pleurait juste. Talia s'est penchée, lui a pris le visage entre ses mains
et lui a dit à voix basse « Je t'avais promis de te ramener, et nous voilà à l'hôpital ». Carlito commençait aussi à réagir. Ses yeux étaient encore fermés, mais ses mains bougeaient déjà. Il respirait mieux, son cœur battait plus fort, son corps se battait. Talia est entrée dans la chambre et lui a pris la main comme elle le faisait toujours, mais cette fois, elle a senti une légère pression en retour, un mouvement infime, mais suffisant pour faire couler ses larmes. Elle s'est penchée et a pressé son visage contre le sien sur l'oreiller. « Tu as réussi, mon amour, tu as réussi. » Et à ce moment-là, sans caméra, sans médias, sans témoins, les trois vies respiraient à nouveau ensemble dans la douleur, dans le courage et dans un amour qui n'abandonne jamais. Le matin arriva lentement ce jour-là. Le soleil pénétrait par les fenêtres de l'unité de soins intensifs avec une douceur différente. Tout semblait plus calme. Les couloirs de l'hôpital étaient silencieux, comme si le temps avait appris à attendre. Talia était assise à côté du lit, la main posée sur celle de Carlito. Elle ne disait rien, elle était juste là, en silence, comme chaque matin, les yeux fatigués mais pleins d'attention, la tête baissée, l'âme connectée à lui. Elle ne savait plus si c'était le 20e ou le 30e jour qu'elle passait à ses côtés, mais elle ne comptait plus. C'était le temps que son cœur exigeait. Elle jeta un coup d'œil au moniteur. Ses signes vitaux étaient stables. Son petit visage était toujours pâle, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec un peu plus de force. Soudain, quelque chose changea. Au début, c'était presque imperceptible, un petit mouvement de sa paupière, puis un soupir faible mais réel. Talia se pencha sur Carlito, puis, comme si le monde entier s'était arrêté pendant une seconde, ses yeux s'ouvrirent lentement, confus, clignant des paupières. Elle retint son souffle. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Ses yeux sombres étaient là, vivants, calmes, cherchant quelque chose, et ils trouvèrent les siens. Pendant un instant, il n'y eut aucun son, aucun mot, juste le regard d'un enfant revenu de l'impossible et d'une femme qui ne savait plus si elle pouvait encore ressentir quelque chose, mais c'était le cas. Elle ressentait tout. Une vague de chaleur envahit sa poitrine. Des larmes coulèrent lentement. Elle esquissa un petit sourire, plein de douleur, plein d'amour. « Bonjour mon enfant », dit-elle doucement, la voix brisée. « Tu es de retour. » Carlito continua à la regarder. Il n'avait pas peur, aucune expression de peur, seulement du calme et une étincelle que Talia n'avait vue chez personne depuis longtemps. Il cligna lentement des yeux, comme s'il comprenait tout. Elle lui caressa doucement les cheveux. « Tu es fort, tu es tellement fort. » Le garçon ne parlait pas, mais son regard disait tout. Et là, dans ce silence, dans cet instant sans bruit, deux cœurs brisés se reconnurent. Ils n'avaient pas besoin de s'expliquer. Ils n'avaient pas besoin de dire d'où ils venaient, ni ce qu'ils avaient perdu, car à cet instant, ils savaient tous les deux que quelque chose en eux avait repris vie. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Talia ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, l'espoir. Dans la salle de soins intensifs, tout s'arrêta un instant. Talia était toujours assise là, les yeux fixés sur ceux de Carlito. Le garçon clignait lentement des yeux, essayant de comprendre à nouveau le monde. Elle lui tenait la main comme si elle tenait un miracle, jusqu'à ce qu'elle entende des pas légers, presque imperceptibles, dans le couloir. La porte s'ouvrit lentement. C'était Maria Rita, faible, le visage bandé et les épaules affaissées mais déterminées, les yeux remplis de larmes, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle fit 2 pas à l'intérieur, les mains croisées sur la poitrine, tremblant de tout son corps. Elle ne dit rien, se contenta de regarder, puis Carlito tourna la tête et la regarda. Ses yeux s'ouvrirent lentement, sa bouche aussi. Il porta sa main à son ventre comme si quelque chose de très fort s'était réveillé en lui et dit « Maman ». Sa voix était faible et traînante, mais vivante. Maria Rita se couvrit la bouche de la main et tomba à genoux juste à côté du lit. Elle posa son visage sur la poitrine de son fils et pleura sans pouvoir se retenir, comme quelqu'un qui a longtemps retenu ses larmes et qui ne peut plus se retenir. Carlito pleurait aussi. Talia s'écarta un peu, les yeux remplis de larmes, respectant ce moment qui ne lui appartenait pas. Les deux se serrèrent fort dans les bras, comme si le corps de l'un pouvait guérir l'absence de l'autre, comme si cette étreinte pouvait recoller tous les morceaux brisés. Une étreinte où la douleur ne disparaissait pas, mais où l'amour commençait à guérir. Carlito caressait doucement le visage de sa mère, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Maria ne pouvait s'empêcher d'embrasser son front. « Pardonne-moi », disait-elle entre 2 sanglots. « Mon enfant, pardonne-moi ». Il la serrait simplement plus fort dans ses bras. Talia détournait le visage, essayant de ne pas pleurer, mais il était trop tard. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les contrôler, car il n'y avait rien de plus pur, de plus fort, de plus réel. Plus tard,
Alors que les lumières étaient tamisées et que la pièce était silencieuse, Maria Rita appela Talia à part. « Docteur !» dit-elle en se retournant et en essuyant discrètement ses larmes. « Dites-moi » souffla Talia. Elle regarda Carlito, profondément endormi. « Je sais que je ne peux rien vous promettre. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller. » Talia s'assit lentement à côté d'elle. « Mais il vous a, vous, et maintenant il est en sécurité. » Maria Rita secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Je dois vous demander quelque chose de difficile, mais qui vient du fond du cœur. » Oh, Talia resta silencieuse. Maria Rita lui saisit fermement les mains. « Si un jour je ne peux plus être avec lui, si quelque chose m'arrive, s'il te plaît, prends soin de lui, comme s'il était ton propre enfant. » Talia se figea. Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence envahit la pièce. Elle regarda Carlito, cet enfant qui était arrivé sans nom et qui dormait maintenant, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il rêvait. Elle regarda à nouveau Maria. Elle déglutit. « Je ne sais pas si je peux redevenir mère. » Maria Rita sourit tendrement. « Mais tu l'es déjà. Il le sent déjà. » Talia regarda devant elle, les yeux embués, et à cet instant, il n'y eut plus aucun doute dans son cœur. Elle était déjà mère, non par choix, mais par amour. Après ça, le temps passa à un rythme différent. Les blessures ne disparurent pas, mais elles commencèrent à guérir grâce à une sorte de soin qui ne s'apprend pas dans les livres. Carlito quitta l'hôpital quelques semaines plus tard. Il marchait lentement, encore avec une certaine difficulté, mais ses yeux étaient pleins de vie. Avec l'aide du système judiciaire, Maria Rita reçut un soutien. Le bureau du procureur, sous la pression de tout ce qui avait été révélé, a demandé des mesures de protection. Ils ont déménagé dans une petite ville tranquille, avec une maison simple et une école publique avec des arbres dans la cour. C'était un nouveau départ à zéro, mais un début quand même. Talia n'a pas disparu. Elle appelait, envoyait des lettres, envoyait des jouets, des livres avec des dessins colorés et des vêtements qu'elle choisissait elle-même, avec le soin d'une mère qui ne voulait pas se tromper dans son cadeau. Elle venait quand elle pouvait, sans prévenir. Elle arrivait, frappait à la porte et disait avec un sourire timide « Je suis venue voir mon garçon ». Maria Rita ouvrait la porte avec ce regard de gratitude qui ne peut s'exprimer avec des mots. Carlito courait vers Talia, les bras ouverts, même s'il était encore lent à courir, et ils s'embrassaient comme des gens qui se choisissent sans lien de sang, mais avec quelque chose de bien plus grand. Talia apportait des fleurs pour la cuisine, aidait à ranger les livres sur la petite étagère, préparait un gâteau avec Carlito et riait quand il faisait exprès des erreurs juste pour tacher son tablier. Les après-midi étaient simples, mais pleins de sens. Puis, quelques mois plus tard, un matin comme les autres, Talia est rentrée chez elle et a trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Elle venait de Maria Rita. Elle l'a ouverte sur place, debout, sans réfléchir. À l'intérieur, il y avait une seule photo de Carlito dans son uniforme scolaire à la porte de l'école. Les cheveux bien coiffés, un sourire timide sur le visage et une petite pancarte colorée en carton dans les mains, écrite au crayon de couleur, avec des lettres enfantines et colorées. « Ma maman de cœur, Dr Talia ». Elle s'est assise sur les marches devant la porte de sa maison, serrant la photo dans ses mains, les yeux remplis de larmes et la poitrine remplie d'une douleur qui s'ouvrait et se refermait en même temps. Elle a pleuré en silence, sans personne autour d'elle. Elle a pleuré pour tout ce qu'elle avait vécu, pour tout ce qu'elle avait perdu, pour tout ce qu'elle avait gagné, parce que cette petite photo sur cette petite pancarte faite de petites mains était la preuve que l'amour trouve toujours un chemin, même quand tout semble perdu. Et ce jour-là, Talia a compris que sa fille qui était partie avait laissé une place pour qu'un autre enfant puisse entrer, et que Carlito avait gagné deux mères, une par le sang et une par l'âme. Le lendemain matin, Talia est entrée en silence dans la morgue. Ses pas résonnaient dans le couloir comme toujours. Les murs froids, l'odeur de désinfectant, les blouses suspendues, tout était pareil, mais quelque chose en elle n'était plus pareil. Elle se dirigea vers son casier, l'ouvrit lentement, sortit la blouse blanche avec son nom brodé sur la poitrine et passa sa main sur les fils lâches de la manche, comme pour dire au revoir à une vieille amie. Sur la table se trouvait une enveloppe contenant sa demande de retraite, signée et officielle. Le directeur de l'hôpital l'appela dans son bureau et lui dit « Êtes-vous sûr, docteur ?» Elle se contenta d'acquiescer avec un léger sourire. « Très sûr. Vous avez fait ce que vous aviez à faire ici. » Il a essayé de la convaincre, mais elle l'a interrompu gentiment. « Mon temps parmi les morts est terminé. Maintenant, je veux m'occuper des vivants. » Puis elle se dirigea vers la salle d'autopsie pour la dernière fois, ouvrit la porte, entra et regarda autour d'elle. Pendant des années, elle avait essayé de comprendre la mort,
d'en noter les détails, d'en découvrir les causes, de donner un nom à ce que personne d'autre ne voulait voir. Mais c'est aussi là que la vie a décidé de la surprendre. C'est là que Carlito a poussé un soupir. Elle s'est approchée de la civière vide où il était resté immobile, entre la faim et le miracle. Elle a passé sa main sur le côté métallique, touchant l'endroit exact où le scalpel était tombé de sa main, et a dit doucement « C'était ma dernière autopsie, et la seule qui ait ramené quelqu'un à la vie. » Et dit. Sa voix était ferme, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Elle a enlevé son badge, l'a posé sur la table, a pris une profonde inspiration et a quitté la pièce sans se retourner. Dehors, le ciel était clair et le soleil brillait doucement, mais cela suffisait à réchauffer son visage. Talia a marché jusqu'au trottoir, a sorti son téléphone portable et a ouvert une photo de Carlito avec la petite pancarte qui disait « Ma maman du fond du cœur, Dr Talia ». Elle sourit parce qu'elle savait que dans cet endroit où tant de gens avaient dit adieu, elle avait finalement dit oui à la vie, et que désormais, son temps était différent. C'était le moment de vivre. Et si c'était vous, et si à la place de Talia, dans cette salle froide, avec un scalpel à la main et un corps sans nom sur la civière, c'était vous, auriez-vous tout arrêté pour un souffle? Aurais-tu couru, affronté des menaces, enquêté sur le passé d'un inconnu, embrassé la douleur d'une mère qui n'était pas la tienne, et aimé un enfant qui n'était pas issu de ton ventre? Talia a eu ce courage. Elle a sauvé Carlito, mais peut-être qu'au fond, c'est Carlito qui l'a sauvé. Maintenant, dis-moi ici dans les commentaires ce que tu ferais à sa place ou à la place de Maria Rita. Aurais-tu eu la force de fuir, de faire confiance, de confier ton fils à une autre femme? Écris ici dans les commentaires la phrase « Jusqu'à la fin, Talia », juste pour savoir qui a vraiment tenu jusqu'à la dernière seconde de cette histoire, qui l'a ressenti, qui a vécu tout cela avec nous. Et vois si cette histoire t'a touché. Commente, Dieu est fidèle et active la cloche, car chaque semaine, il y a des histoires vraies comme celle-ci, des histoires qui te font pleurer, qui te font réfléchir, qui nous rappellent la valeur de la vie. Et maintenant, ne quitte pas la vidéo sans cliquer sur ce qui apparaît ici sur le côté. C'est l'une des histoires les plus passionnantes que nous ayons jamais racontées. Elle a déjà fait pleurer des milliers de personnes et changé leur façon de voir les choses. Clique dessus, respire un bon coup et prépare-toi, parce que ce sont les sentiments qui nous rendent encore humains.